Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Capsule Kin. Je me présente Cédric Trottier, bachelier en kinésiologie, et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un sujet qui est un petit peu nébuleux sur comment gagner plus de vitesse et plus de distance au golf. Il y a plusieurs méthodologies, mais on ne sait pas nécessairement laquelle est la meilleure. Donc aujourd'hui, je suis là pour démystifier un peu ce sujet-là. Donc, sur la prochaine diapositive, on va pouvoir voir la recherche sur que je me suis basé, qui est en fait une revue systématique, pardon, sur le sujet, qui s'appelle Effects of Resistance Training Methods on Golf Clubhead Speed and Hitting Distance, faite par Aaron Hudoff et ses acolytes, qui a été publiée en 2021, où sur la prochaine diapositive, on va voir leur méthodologie pour cette recherche-là. Excusez, pardon, au niveau de l'intro. Donc, euh, au niveau, ce qui a été remarqué, c'est que plus la vitesse de la tête du bâton de golf qu'on appelle clubhead speed en anglais est élevée, plus la distance, la plupart du temps, va être longue. Si on prend le bois 1 ou le driver qu'on appelle, si on génère une bonne vitesse avec le bâton, nécessairement, on va gagner une bonne distance sur le premier coup. L'élan de golf est assez compliqué déjà de base aussi, vu que pour générer, c'est encore là, c'est le maximum de distance. Il faut avoir une bonne mécanique, biomécanique au niveau de l'élan, une bonne énergie, une bonne cinétique overall et des bons facteurs neuromusculaires aussi. Le développement en tant que tel, via, par exemple, du club speed, via la technique, est largement limité. Donc, il faut avoir recours en tant que tel à des facteurs externes qu'avec la musculation, on peut venir chercher. Donc, le développement de la force, puis le rate of force aussi est à prioriser par les préparateurs physiques. Au niveau de l'évaluation générale pour un golfeur, on va utiliser beaucoup des mouvements pluriarticulaires vu qu'ils sont corrélés plus facilement avec une haute vitesse de tête et une vitesse de balle. Puis c'est la même chose au niveau des mouvements balistiques de projection. Donc, on va prendre par exemple un lancer de ballon latéral qui est là pour imiter l'élan de golf et les sauts unilatéraux et ainsi les mouvements rotationnels comme j'expliquais. Dans la revue en tant que telle, ils ont analysé ils ont fait des recherches sur 3 types d'entraînement en tant que tel que je vais décrire ici, comme ça vous allez savoir ce que je veux dire. Donc, l'entraînement non spécifique qui regroupait simplement des entraînements traditionnels, par exemple le squat, le bench, la pull down et autres. Entraînement spécifique qui est là pour imiter la biomécanique de golf en utilisant soit des ballons, soit des bâtons lestés, des poulies par exemple et des élastiques. Et la méthode combinée qui mélangeait à la fois les exercices traditionnels et les exercices spécifiques. Sur la prochaine diapo, on peut voir un peu comment que les chercheurs se sont pris pour classer en tant que tel les recherches et les analyser en tant que tel. Ils sont partis sur un total de 4557 recherches à différentes bases de données, puis certains mots-clés communs dans chacune des recherches. Ensuite, ils ont lu, ils ont fait le filtre en boutique pour arriver à un total de 20 recherches divisées dans les 3 catégories que j'ai spécifiées un peu plus tôt. Donc, il y avait 13 recherches qui visaient sur un entraînement non spécifique, une recherche sur un entraînement spécifique et 7 recherches pardon, sur l'entraînement combiné, ou une dans des recherches qui a été relevée est à la fois considérée comme un entraînement non spécifique et combiné au total. Il faut prendre en compte aussi que dans chacune des recherches, le sexe ainsi que le groupe d'âge était très variable. Il y avait certaines recherches que ça incluait tant les hommes que les femmes. Il y avait une recherche qui incluait seulement des femmes et le groupe d'âge variait entre des jeunes d'une dizaine d'années jusqu'à des plus vieux de 76 ans environ. Au niveau des résultats qu'on va voir sur la prochaine diapositive, on va voir on peut voir qu'au niveau il y avait 2 méthodologies en tant que telles qui étaient utilisées pour l'entraînement non spécifique, donc qui était du high rep low load. Donc, un entraînement un petit peu plus en hypertrophie, si on peut le catégoriser de cette façon-ci, et un entraînement en force avec du low rep high load. Pour le high rep low load, il y avait une augmentation du club head speed de 0,9 comparativement à l'évaluation initiale, et au niveau de la distance, une augmentation de 4,1. Au niveau de l'entraînement un peu plus en force, ils ont marqué une augmentation du club head speed de 3,3 et de distance aussi de 3,3. En ce qui concerne l'entraînement spécifique, la vitesse de la tête était de 15,9 et l'augmentation de la distance était de 7,1. Tandis que pour l'entraînement combiné,
Le club speed a augmenté de 4,1 variant entre 1,5 et 11,1 en fonction des recherches. Et au niveau de la distance, de 5,2 en moyenne, en variant entre 1,9 et 8,1. Au niveau de la durée moyenne, en tant que tel, j'ai fait un petit tableau qui résume vraiment chacune des recherches. Au niveau de la durée moyenne, on peut voir que ça durait entre 6 à 10 semaines pour les entraînements non spécifiques. Pour l'entraînement spécifique, c'est un total de 18 semaines où il y avait un 6 semaines qui était une phase d'adaptation, puis le restant de la recherche était classé là-dessus. Puis l'entraînement combiné, ça variait entre 8 et 18 semaines, tout dépendant des différentes recherches. Au niveau du volume, pour l'entraînement spécifique, avec plus en hypertrophie, ça variait entre 1 à 3 séries de 8 à 25 répétitions ou pour certains exercices, 3 minutes. Il y avait une recherche qui était principalement au niveau du corps, où c'était des entraînements ou des séries de 3 minutes qu'ils faisaient. Au niveau de l'entraînement plus sans force, 3 séries de 4 à 12 répétitions. Au niveau de l'entraînement spécifique, il n'y avait pas nécessairement de série qui était marquée malheureusement dans la recherche, mais chaque série durait entre 4 et 5 minutes. 4 à 5 répétitions par minute. Donc, un entraînement un peu plus, c'est le minimum de ce que je peux voir. Et au niveau d'entraînement combiné, 1 à 3 séries de 5 à 15 répétitions ou de 20 à 30 secondes de suspension. Au niveau de l'intensité, pour le RM Flow Load, ça variait entre le poids du corps et à 10 du 1RM. Au niveau de l'entraînement en force, 65 à 100 du 1RM. Au niveau spécifique, il n'y avait pas d'intensité qui était marquée dans la recherche en tant que telle. Et au niveau d'entraînement combiné, ça variait entre 60 et 85 du one rep max. Pour la prochaine diapositive, suite à ce qui a été relevé, les chercheurs ont fait une petite conclusion qui est très, 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 on va dire, variable en fonction du moment de la saison, bien évidemment. Ce qui serait la méthode optimale à prioriser, ce serait la méthode combinée d'une durée d'environ 8 semaines. Il a été remarqué que si l'entraînement était autour de 6 semaines, il n'y avait pas nécessairement de différence majeure au niveau du développement de la force et de la distance. Et plus on étirait, plus la vitesse ainsi que la distance gagnée diminuait de semaine en semaine. Au niveau du volume, si on y va pour un entraînement spécifique, on vise un 6 séries de 2 à 25 répétitions pour les mouvements spécifiques, que ce soit avec, par exemple, l'entraînement avec des sangles de suspension style TRX, ballon, élastique et autres. Pour l'entraînement spécifique, donc l'entraînement un peu plus en force, on peut y aller de 3-4 séries de 5 à 15 répétitions par exercice, dépendant de ce qu'on vise, c'est gagner un mouvement de force ou de l'hypertrophie. Au niveau de l'intensité, on va y aller avec une intensité un peu plus variable entre 70 et 85 de notre one rep max. Sur l'application pratique de cette méthode-là, c'est sûr qu'une des choses qu'il va falloir prendre en considération, c'est le niveau de l'athlète. Si on y va vers un pro en tant que tel ou une personne qui a beaucoup d'expérience dans le sport, c'est sûr qu'un entraînement spécifique a été remarqué étant plus bénéfique pour eux qu'un entraînement un peu plus combiné. La raison, c'est qu'ils ont déjà la biomécanique qui est acquise. Fait que pour eux, c'est plus facile de gagner leur vitesse de cette façon-là. Puis au niveau des recrues, fait que les personnes qui débutent dans le sport, on y va avec un entraînement un peu plus combiné, vu qu'ils vont gagner leur force, ont besoin avec l'entraînement un peu plus traditionnel. Tandis qu'avec un mouvement un peu plus spécifique, ça va leur permettre de gagner, d'améliorer leur biomécanique d'élan, gagnant à la fois la vitesse et la distance nécessaires pour augmenter leur distance. Au niveau de la planification, ce que j'ose suggérer et ce que je vois qui est l'option la plus logique, ce serait une méthode qui serait utilisée dans la saison. Bien évidemment, si on s'entend un professionnel jouer à chaque semaine pendant 3 à 4 jours, c'est pas plus, ou même un petit peu avant, en préparation spécifique vers la fin. C'est une méthode qui sera priorisée pour s'assurer que rendu au début de la saison, l'athlète ait son pic de performance et qu'il soit capable de le maintenir tout au long de la saison, puis juste faire des périodes de maintien aussi durant la saison. J'aimerais aussi prendre le temps de remercier tous nos partenaires, que ce soit les différentes MRC avec lesquelles nous travaillons, les différentes écoles, ce soit l'école Saint-Gabriel, EPSJ, ainsi que le Cégep de Saint-Jérôme, le gouvernement du Québec et l'INS pour nous permettre de faire des capsules comme celle-ci pour vous.